Donc bonsoir et merci d'être venu à cette conférence sur les vaccins. Et donc je voudrais vous donner une petite idée des points que je vais aborder dans cette conférence, dans l'heure qui vient. Puis ensuite, comme l'a dit Madame, on aura la possibilité de dialoguer sur des questions qui vous intéressent plus particulièrement. Donc en fait, ce que je voudrais dans un premier temps, c'est resituer les vaccins dans leur contexte historique, parce que c'est très important pour comprendre une approche ou une discipline, en fait, de voir comment un concept ou une technologie est apparue. Donc ça sera l'introduction. Ensuite, dans un deuxième temps, ce que je voudrais vous démontrer, en fait, c'est l'efficacité des vaccins, qui est parfois mise en cause, où souvent on évoque que le niveau de vie ou le niveau socio-économique des populations est en fait le facteur déterminant pour lutter contre les maladies infectieuses et les voir diminuer. En fait, il n'en est rien. Je vous apporterai un certain nombre d'illustrations. Puis ensuite, on va parler un peu plus science, et je vous donnerai quelques éléments, sans rentrer quand même trop de détails techniques, de comment marchent les vaccins et comment en fait un vaccin donné aujourd'hui peut vous permettre de résister à une infection que vous allez rencontrer dans 5 voire 10 ans. Ensuite, on va parler des vaccins qui existent et je vous donnerai un certain nombre d'éléments pour vous expliquer les différents types de vaccins et en fait comment est-ce qu'on met au point les différents vaccins aujourd'hui. Et puis dans une dernière partie, je voudrais vous parler de quelque chose qui nous intéresse beaucoup, qui nous stimule, nous je dirais chercheurs, puisque donc je travaille à l'Institut Pasteur en dirigeant une équipe qui est aussi rattachée à l'INSERM, c'est la vaccination anti-cancer. Parce qu'il est vrai que les maladies infectieuses sont une préoccupation importante, mais il est vrai aussi qu'aujourd'hui en France, ou plus généralement en Europe, ou en Amérique du Nord, on meurt plus sans doute, ou à coup sûr, de cancer que de tuberculose. Donc je voudrais vous donner quelques éléments, comment on essaye actuellement d'utiliser le concept de vaccin, les approches de la vaccination pour permettre à l'organisme de se débarrasser en fait de cellules cancéreuses. Donc rentrons dans le vif du sujet et comme je vous l'ai dit, on va parler un petit peu d'histoire et comment en fait les vaccins ont été mis au point dans les siècles derniers. Alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'humanité, en fait, depuis des millénaires, a été menacée par un certain nombre de fléaux. Bien entendu, on avait la famine, mais on avait surtout les maladies infectieuses. Et certainement, les maladies infectieuses ont été la cause principale de mortalité dès le début de la naissance de l'humanité, même quand il s'agissait de petits groupes avec beaucoup moins de contacts et de risques d'échange des microbes qu'aujourd'hui. Et parmi tous ces fléaux, il y en avait un de particulièrement terrible qui était la variole. Et donc, pendant des millénaires, la variole a ravagé le monde. Les épidémies de variole étaient vraiment redoutées et attendu avec beaucoup d'angoisse. Et puis les hommes, une grande partie de l'histoire de la médecine est basée sur l'observation et l'empirisme. Et malgré tout, siècle après siècle, les hommes avaient constaté que lors des épidémies, ceux qui survivaient très souvent devenaient résistants lorsqu'une autre épidémie en fait frappait à une région. Ceci était vrai pour la variole, mais c'était vrai par exemple pendant les grandes épidémies de peste du Moyen-Âge. Et les Chinois ont essayé très tôt, sans doute à peu près vers le Xe siècle, ont essayé très tôt de reproduire cette observation empirique. Ils se sont dit, si un individu peut devenir résistant à la variole parce qu'il a déjà été en fait malade de cette variole, est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose et le faire de telle façon que ça soit beaucoup moins dangereux? Et en fait, les Chinois ont mis au point un procédé, la variolisation, qui était très simple et qui, de façon tout à fait intéressante, va être relativement proche des techniques que va utiliser ensuite Louis Pasteur des siècles après. Ce que faisaient les Chinois, c'est qu'ils prélevaient le contenu des pustules de varioleux, et notamment ceux qui avaient fait une maladie relativement bénigne. Ils prélevaient ces pustules et ils en desséchaient le contenu de telle façon à obtenir une poudre. Et cette poudre, ensuite, ils l'insufflaient dans les narines, donc d'individus en parfaite santé. Et pour la petite histoire, ils utilisaient soit la narine gauche, soit la narine droite, suivant qu'il s'agissait d'hommes et de femmes. Et ces personnes, en fait, allaient développer effectivement des formes de variole qui, dans la plupart des cas, étaient relativement bénignes
et lors d'une épidémie, ces individus résistaient. Et ça va vraiment signer la première tentative qu'a fait l'homme pour se protéger des maladies infectieuses. Et cette variolisation était en fait très efficace, et encore une fois, il faut se remettre dans le contexte de l'époque où la variole, chaque année, tuait des dizaines de millions de morts de par le monde. Et donc, par conséquent, cette pratique va petit à petit, lentement, puisqu'on est dans une époque où les transports sont très lents, va petit à petit diffuser en dehors de la Chine. Et au XVIIIe siècle, la femme de l'ambassadeur d'Angleterre est en Perse, et la Perse a aussi commencé à pratiquer la variolisation. Et cette femme, qui est une femme remarquable de par sa curiosité, entend parler de cette pratique. Et entendant parler de cette pratique, elle a un esprit non seulement curieux mais courageux, et elle décide de varioliser ses enfants. Ces enfants vont être variolisés. En fait, ils vont se porter très bien, et lorsqu'il y aura des cas de variole en Perse, les enfants ne seront pas du tout, en fait, touchés par la variole. Le mari de Lady Montagu est rappelé en Angleterre, elle revient à la cour d'Angleterre, et elle va devenir une prosélyte absolument extraordinaire pour introduire la variolisation en Europe. Et c'est vraiment elle qui est responsable de l'introduction de cette pratique en Europe, et cette pratique va avoir beaucoup de succès, aussi pour le fait qu'en Europe, à l'époque, 50% de la mortalité était liée à la variole. Donc on va introduire la variolisation, et en fait, cette pratique va s'étendre en dehors des frontières de l'Europe. Donc on est, comme vous l'avez vu, on est dans les années 1750, et cette variolisation est intéressante, elle est efficace, mais elle est très dangereuse, puisqu'il y a un certain nombre de gens, comme je vous l'ai dit, qui meurent lorsqu'on les inocule avec ce contenu des pustules. Et on est dans les années 1750, et Edward Jenner a 1 an. Et en fait, Edward Jenner va devenir un médecin de campagne, et un médecin de campagne qui n'est pas du tout un chercheur, qui n'est pas un scientifique, mais qui en fait est un esprit curieux et un homme qui sait écouter. Et en tant que médecin de campagne, il va avoir l'occasion d'écouter les paysans. Et notamment, il va écouter des vachères, et les vachères lui racontent des histoires assez curieuses, que les vaches développent une maladie qui est assez proche de la variole humaine, et que lorsqu'elles sont en contact avec ces vaches infectées, notamment lorsqu'elles traitent ces vaches, elles aussi attrapent une maladie qui ressemble un petit peu à la variole. Elles développent ce type de pustule, et cette maladie qu'on appelle la vaccine, donc, est transmise à ces femmes, mais qui en fait, à part ces petites plaies cutanées, n'ont pas de symptômes. C'est quelque chose qui reste très bénin. Mais ce que les paysans racontent à Jenner, c'est quelque chose d'encore plus intéressant, c'est que lorsqu'il y a des épidémies de variole, donc qui frappent régulièrement l'Angleterre, comme le reste de l'Europe, ces vachères sont protégées contre la variole et ne contactent jamais la maladie. Donc Jenner écoute, et en fait, il va faire la première expérience de toute l'histoire de la médecine, puisqu'il va faire quelque chose même du grande audace. Donc, en fait, le 14 mai 1787, Jenner va inoculer volontairement la vaccine à un enfant de James Fitz. Il ne prend pas beaucoup de risques, puisque, en fait, ses vachères lui ont dit que cette maladie n'était pas, en fait, grave. Et de fait, le petit garçon se porte très bien. Et le 1er juillet, il va faire là quelque chose de tout à fait incroyable, et que bien évidemment aujourd'hui on ne ferait plus, c'est-à-dire qu'il va carrément inoculer la variole au petit garçon. Souvenez-vous que la variole est une maladie dont on meurt dans beaucoup de cas, et par chance peut-être pour l'histoire de la vaccination, le petit garçon va survivre à la variole, et en fait ceci suffit à Jenner pour penser que la vaccine est effectivement un moyen de protéger les gens contre la variole, d'où en fait le terme de vaccination qu'on emploie aujourd'hui. Alors, cette vaccination va se répandre relativement vite, bien que lorsqu'on lit l'histoire de la vie de Jenner, on s'aperçoit que ça n'a pas été facile, il lui faut quelques décennies, mais finalement il réussit à convaincre ses contemporains, et la vaccination se répand relativement très très vite ensuite, et est pratiquée, même est rendue obligatoire par exemple par Napoléon. Et donc cette vaccination contre la variole, par scarification, c'est celle qu'on a encore pratiquée. C'était exactement le même vaccin aux gens de ma génération, et qu'on a ensuite arrêté pour les raisons que je vais vous exposer.
Donc la vaccination marche très bien, une protection extrêmement efficace. Et cependant, lorsqu'on est encore en 1967, il y a un certain nombre de pays où on ne pratique pas la vaccination. Et à cette époque, il faut quand même réaliser que la variole, malgré la vaccination, tue encore 15 millions de personnes par an. Donc un tribut extrêmement élevé est lié à la variole. Et donc en 1967, l'Organisation mondiale de la santé, en fait, décide que ça suffit et déclare la guerre à la variole et décide qu'en fait, il faut en finir une fois pour toutes et donc met au point un système pour arriver à une éradication totale de cette maladie. Pourquoi éradication totale? Parce que le virus de la variole ne peut pas survivre en dehors de son hôte qui est en fait l'homme. Donc si on arrive à empêcher tous les hommes pendant quelques années à être infectés par ce virus va disparaître parce qu'en fait, il n'aura plus de garde-manger, si je puis employer cette expression. Donc on lance une campagne extrêmement organisée, extrêmement forte pour vacciner pendant quelques années le maximum de gens au même moment. Et en fait, c'est extrêmement efficace. Et le dernier cas de variole de toute l'histoire de l'humanité est déclaré en Somalie en 1977. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il s'agit d'un travailleur de santé qui avait menti parce qu'il avait peur de se faire vacciner. Il avait menti, il avait dit qu'il avait été vacciné et donc il a refusé la vaccination et en fait, il a attrapé la variole. Par chance, il en a survécu. Donc, après 1977, plus aucun cas. Et donc, en 1980, pendant 3 ans, considérant qu'il n'y a plus de cas, il n'y a plus de transmission du virus, l'Organisation mondiale de la santé déclare que la variole est éradiquée et on arrête la vaccination. Donc c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'homme a été capable de mettre fin, d'éliminer définitivement un virus de la surface de la Terre. Mais, après de très longues discussions, à tous les niveaux, la question était de savoir, doit-on détruire définitivement tous les stocks de virus de la variole pour éviter effectivement que des individus plus ou moins bien intentionnés utilisent ensuite ce virus. Puis il est décidé qu'on ne peut pas savoir, qu'il est très difficile de prévoir si dans le futur de l'humanité, nous n'aurons pas besoin de ce virus pour traiter d'autres maladies ou pour en fait préparer des vaccins pour un virus qui serait assez proche. Donc on est en pleine guerre froide. On décide donc que le virus sera conservé dans 2 laboratoires, l'un en Sibérie et l'autre aux États-Unis d'Amérique, et ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Et puis vous savez la suite aussi de l'histoire, c'est qu'après l'an 2000, la peur du bioterrorisme en fait que le reconstitue des stocks de vaccins, et actuellement tous les pays développés ont des stocks de vaccins pour revacciner la population si besoin en était, et que certains pays ont également repris la vaccination pour les populations qu'on considère stratégiques, notamment pour l'armée ou pour du personnel de santé qui pourrait être aux premières loges en cas d'attaque bioterrorisme. Mais ceci reste théorique et en fait, à ce jour, on peut considérer donc que le virus de la variole, à part ses stocks, n'existe plus sur la planète. Donc ça, c'est l'histoire de Jenner. Il fait une observation, il sait s'en servir et il met au point quelque chose d'essentiel pour l'histoire de l'humanité. Mais on arrête là. Jenner ne fait aucun concept, n'en déduit aucune conséquence, il n'est pas chercheur, il est médecin. Et en fait, on aurait pu s'arrêter là jusqu'à un siècle plus tard. Louis Pasteur va, lui, radicalement révolutionner cette histoire. Tout simplement, c'est que Louis Pasteur va découvrir les micro-organismes. On est en pleine bataille intellectuelle sur la génération spontanée et Louis Pasteur va s'attacher à démontrer que la génération spontanée n'existe pas, notamment en étudiant les fermentations et que tout est lié à des micro-organismes. Et il va aller plus loin, c'est-à-dire que lui et d'autres comme Koch vont établir la relation causale entre un microbe, un micro-organisme, ça peut être une bactérie, un virus, et une infection, et une maladie. Et à partir du moment où on a établi cette relation causale, on va ouvrir la porte à la mise au point du vaccin, puisque le concept maintenant permet en fait d'étendre cette démonstration à bien d'autres maladies. Donc il va découvrir les premiers vaccins, et je vous en reparlerai un petit peu en détail, tout simplement puisqu'il a la possibilité d'identifier ce qu'il appelle un germe à l'époque, de modifier ce germe et de s'en servir pour en fait lutter contre l'infection.
Et l'histoire de Louis Pasteur, c'est bien évidemment celle que vous connaissez tous. C'est d'abord le vaccin contre la rage. Il commence par mettre au point des vaccins vétérinaires, ce qui est très, très, je dirais, astucieux, puisque c'est quelque chose qu'il est beaucoup plus facile de tester. Et puis finalement, il s'attaque à la rage, qui est à l'époque considérée comme un des pires fléaux. Et ici, il est représenté comme, sur une allégorie de Saint-Michel terrassant le dragon, comme étant capable en fait de terrasser un chien atteint de la rage. Donc en fait, l'histoire du vaccin contre la rage, vous la connaissez, c'est ce petit garçon qui a été mordu et qui va être sauvé. Puis à partir de là, il va établir un vrai concept qui est le concept de l'atténuation. Encore une fois, je vous en dirai un petit peu plus. Et ce concept, il va l'étendre en fait à bien d'autres maladies. Et c'est ce qui est représenté sur le tableau qui suit, c'est l'histoire du développement des vaccins à partir du XVIIIe siècle. Donc vous retrouvez le vaccin contre la variole, c'est Jenner 1798, plus rien ne se passe. Et ensuite Pasteur arrive en 1885 avec le vaccin de la rage. Et donc la différence radicale, c'est que Pasteur va créer un institut qui est celui où nous travaillons, va établir des écoles et va en fait donc développer des concepts sur lesquels d'abord ses élèves et puis bien d'autres vont travailler, ce qui permet dans un nombre d'années relativement court, si on se resitue dans le contexte historique, il va mettre au point des vaccins extrêmement importants, dont certains existent toujours, le BCG 1927, deux pasteuriens, Calmette et Guérin, et puis d'autres, la coqueluche, la fièvre jaune 1935, la diphtérie 1923, le tétanos. Donc vous voyez, en très très peu de temps, compte tenu qu'à l'époque il existait très très peu de laboratoires de recherche, des vaccins essentiels qui sont toujours utilisés aujourd'hui. Mais ensuite, le problème, notamment pour les virus, c'est qu'à cette époque, on est très très limité pour des raisons technologiques, également des raisons de connaissance. Et après la Deuxième Guerre mondiale, une découverte, que je dirais une découverte purement technique, qui est celle de la culture cellulaire, va complètement révolutionner le développement des vaccins, tout simplement parce qu'on devient capable, sachant cultiver des cellules, on devient capable de cultiver des virus. Et à partir du moment où on peut cultiver des virus, eh ben, s'ensuit la mise au point extrêmement rapide de tous les vaccins que nous connaissons contre les grandes infections virales, notamment celles de l'enfant, poliomyélite, rougeole, non exclusivement, mais qui affecte surtout les enfants, rayon, rubéole, etc. Et puis d'autres, comme les vaccins bactériens, la coqueluche, etc., dont on va parler. Donc vous voyez un développement extrêmement rapide qui a suivi le premier établissement du concept du vaccin mis au point par Louis Pasteur. Donc, après cette introduction historique, on va aborder une deuxième partie qui concerne l'efficacité des vaccins, puisque dans les autres conférences, vous avez entendu parler d'épidémie. Je voudrais vous donner quelques éléments objectifs pour démontrer que les vaccins, effectivement, ont été le moteur essentiel de l'élimination ou du contrôle des maladies infectieuses. Donc, je vous ai parlé de l'éradication de la variole, mais aujourd'hui, on aura peut-être dans quelques années l'occasion d'ouvrir un certain nombre de bouteilles de champagne, puisque donc, normalement, c'était prévu pour 2005 et il y a un petit peu de retard, mais ça ne devrait être que de quelques années. L'éradication de la poliomyélite est donc prévue à relativement court terme. Alors, la poliomyélite, pour les jeunes générations, ne veut plus dire grand-chose. Par contre, en fait, lorsqu'on se resitue relativement peu de temps en arrière, c'est-à-dire dans les années 50-60, le nombre de cas de poliomyélite en Europe et en règle générale dans les pays développés ne faisait qu'augmenter. Et c'était même extrêmement inquiétant. Il y avait des grandes épidémies de polio donc, qui frappaient l'Europe. Et poliomyélite voulait dire quelque chose d'extrêmement difficile à traiter, c'est-à-dire que la polio attaque le système nerveux central, induit une paralysie générale, et donc les patients qui étaient atteints par la polio, le seul moyen de les maintenir en vie en attendant que leur système immunitaire puisse essayer de les sortir de la maladie était de les mettre dans des poumons d'acier qui leur permettaient en fait de respirer, et donc qu'il s'agisse d'enfants ou d'adultes, ces malades restaient dans des poumons d'acier pendant des jours et des jours. Et vous voyez ici une épidémie, c'est-à-dire que les épidémies frappaient des dizaines, des centaines de personnes
en même temps. Et vous voyez ces salles gigantesques où donc il y avait toute une série de poumons d'acier dans lesquels, en fait, on installait les malades. Donc c'était quelque chose qui avait des conséquences en termes de santé vraiment dramatiques. Et lorsque on en survivait, un certain nombre de gens réchappaient, mais surtout les enfants, ce qui était tout aussi, les conséquences en étaient extrêmement importantes, puisqu'il en restait des séquelles importantes au niveau paralysie. Et vous voyez ces enfants qu'on voit encore dans le tiers-monde, puisqu'il y a encore des cas de poliomyélite, un certain nombre dans le tiers-monde. Donc ces enfants restaient handicapés à vie. Et vous voyez ici ces articles de journaux de l'époque, Sal Vaccine Works, l'annonce que le vaccin contre la poliomyélite marche et qui est en fait avec cette image d'un tout petit bébé qui est handicapé à cause de la polio qu'il a contactée. Donc maladie extrêmement difficile, pas de traitement et laissant des séquelles importantes et frappant essentiellement les enfants. Alors à nouveau, l'OMS a décidé de déclarer qu'il fallait se débarrasser de la poliomyélite, qu'on pouvait le faire, que le vaccin est très efficace, relativement peu onéreux, et que comme la variole, le virus de la polio ne peut pas survivre en dehors de l'être humain, donc c'est une cible tout à fait pour une éradication. Donc une campagne de vaccination extrêmement efficace, et il y a 10 ans, le continent américain nord et sud est déclaré libre de polio, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun cas, le virus ne circule plus. Il faut attendre quelques années, c'est seulement il y a 2 ans que l'Organisation mondiale de la santé a pu également déclarer l'Europe zone libérée de la polio. Et si vous voyez sur cette carte, en fait, le résumé de ces campagnes d'éradication. On est en 1988, l'OMS déclare de tout mettre en œuvre pour éradiquer la polio. À cette époque, toutes les zones en rouge correspondent à des zones où le virus de la poliomyélite est endémique et le reste, tout le gris, en fait, c'est non endémique, mais le virus est présent, il y a de temps en temps des épidémies. Voici la situation en 2002. Il ne reste plus que 7 pays où le virus est endémique, avec vraiment des épidémies de façon permanente. Il y a encore un certain nombre de pays en gris, ce qui veut dire que le virus n'est plus endémique, mais il y a quand même des cas, et tout le reste de la planète a été déclaré libéré de la polio. Il n'y a plus de cas. Et en fait, si l'on regarde la façon dont la campagne, ces 2 diapositives sont en anglais volontairement parce qu'elles proviennent des sources de l'Organisation mondiale de la santé et je ne les ai pas modifiées. Donc vous voyez, on est en 1988, l'OMS prend la résolution d'éradiquer la polio, on est à environ 400 000 cas. Et puis, année après année, en mettant en place ces campagnes de vaccination, on arrive en 1999. On a très peu de cas, mais il est clair qu'on est en retard puisqu'il avait été décidé qu'en l'an 2000, c'était la date théorique pour l'interruption de la transmission. On est en retard et donc en fait on a encore 3000 cas à peu près. Donc l'OMS déclare d'accélérer l'éradication de la polio et vous voyez en fait la chute du nombre de cas et aujourd'hui le nombre de cas est vraiment très très faible, mais on ne peut pas. 2005 était la date originelle pour l'éradication totale, donc vous voyez que le retard est relativement faible et on devrait pouvoir dans 3-4 ans peut-être pouvoir déclarer cette éradication totale. Alors ceci est pour ce qui concerne l'avenir immédiat. Et normalement, ce qui est prévu par l'OMS, puisqu'on ne peut pas mettre les efforts, même au point de vue économique, plus d'une éradication à la fois, il est donc prévu qu'ensuite, de commencer la même stratégie pour la rougeole et donc pouvoir, dans un délai qui va être certainement plutôt de 20 ans, 10-20 ans, pouvoir arriver exactement à la même conséquence, c'est-à-dire d'éliminer la rougeole. Donc vous voyez, 3 virus extrêmement importants en termes de mortalité pourraient être éliminés, si on en a les moyens, dans un délai relativement court. Mais ça, c'est en fait pour ce qui concerne l'éradication. Mais l'éradication n'est pas possible pour beaucoup de bactéries ou de virus, tout simplement parce qu'il y a d'autres, ce qu'on appelle réservoirs que l'homme, c'est-à-dire que des animaux peuvent porter le virus ou la bactérie. Par conséquent, on n'arrivera jamais à empêcher que des humains soient en fait infectés.
Mais malgré tout, lorsqu'on prend ces chiffres que j'ai en fait pris dans un article publié il y a 2 ans et qui représentent l'impact de la vaccination aux États-Unis, vous voyez qu'ici, c'était pour chaque maladie le nombre de cas maximum qui avait été déclaré avec l'année où ce nombre maximum de cas avait été obtenu. Vous voyez que les chiffres sont spectaculaires. On avait par exemple 200 000 cas en 1921 aux États-Unis de diphtérie. Aujourd'hui, après la vaccination, on a 2 cas. Et le plus souvent, ce sont des gens qui n'ont pas fait le rappel. Le plus souvent, d'ailleurs, toujours, on avait 265 000 cas de coqueluche en 1934. Aujourd'hui, on est à 98% de réduction. Donc on pourrait faire, mais ça serait fastidieux, exactement la même démonstration pour toutes les maladies pour lesquelles on a été capable de mettre au point un vaccin. Et la réduction est en moyenne de 98 à 100% d'élimination de cas à chaque fois qu'on a pu mettre en œuvre des politiques de vaccination. Non seulement, bien évidemment, on diminue le nombre de cas, mais ce qui est tout à fait important de noter, c'est qu'on va sauver un nombre de vies très important chaque année grâce à la vaccination. Et je ne vous parlerai pas des bénéfices économiques qui sont énormes. Par exemple, ça a été calculé pour la variole. Le bénéfice économique de l'éradication de la variole se chiffre chaque année en milliards d'euros. Et là, à nouveau, c'est une estimation, une projection qui a été faite cette année du nombre de vies qui sont sauvées chaque année aux États-Unis ou en Afrique grâce à la vaccination contre la variole, la polio, la rougeole ou le tétanos. Et vous voyez que les chiffres sont proprement incroyables puisque la vaccination sauve chaque année 5 800 000 vies aux États-Unis et 2 millions en Afrique. Et on a aussi des chiffres tout à fait incroyables pour le tétanos. On sauve presque 3 millions de vies chaque année grâce à la vaccination pour le tétanos. Donc la vaccination, je pense, a fait très largement la preuve de son efficacité dans le contrôle des maladies infectieuses. Mais ça, c'est le côté optimiste des choses. Parce que maintenant, il ne reste pas moins que lorsqu'on regarde les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, le bilan n'est pas si bon que ça, il reste même relativement très mauvais, puisque les maladies infectieuses restent la cause majeure de mortalité sur notre planète, avec une estimation qui se situe en 1998 autour de 13 millions de morts, et en fait, ce chiffre n'a pas diminué, il ne fait qu'augmenter. Donc la situation n'est pas bonne. Et de quoi meurt-on sur notre planète? On meurt d'infections respiratoires, on meurt de maladies diarrhéiques, choléra, shigellose, on meurt de tuberculose et on meurt beaucoup de sida. Et malheureusement, tuberculose et sida vont ménage ensemble. Pourquoi? Parce que le sida diminue les réponses immunitaires et de ce fait, les malades deviennent extrêmement sensibles à l'infection par la tuberculose, ce qui permet à la tuberculose, au bacille, de circuler beaucoup plus dans la population. Et on est donc dans un cercle vicieux avec aujourd'hui une grosse préoccupation au niveau mondial, et notamment à cause de l'apparition de multirésistances aux antibiotiques. Donc la tuberculose est revenue un problème de santé majeur. On meurt de paludisme avec aussi une recrudescence très importante. Et chose beaucoup plus incroyable, c'est qu'on meurt beaucoup de rougeole. Et quand je dis on meurt beaucoup de rougeole, ce sont les enfants, 1 million d'enfants chaque année morts de rougeole. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il est important de noter, puisqu'on a un excellent vaccin contre la rougeole, c'est qu'en fait, il existe aujourd'hui une mortalité infantile très importante due à des maladies pour lesquelles existent des vaccins. Et on estime à peu près à 1,7 million d'enfants qui meurent chaque année de maladies qui pourraient être évitées par la vaccination. Je vous ai parlé de la rougeole, mais il y a la coqueluche, il y a la polio. Et en fait, tout simplement parce qu'il y a environ chaque année 30 à 40 millions d'enfants qui ne bénéficient pas en fait du programme élargie de vaccination qui a été mise au point par l'Organisation mondiale de la santé, qui est normalement donnée à chaque enfant qui naît pour lui permettre d'être protégé contre ces différentes infections. Le système immunitaire de l'enfant reste peu efficace pendant des mois, et donc bien évidemment c'est la première cible des maladies infectieuses, et c'est pour ça qu'il est extrêmement important que ces enfants bénéficient pas de vaccins, des vaccins. Et en fait, pour des raisons purement économiques,
Donc ces millions d'enfants n'en bénéficient pas. Donc voilà pour ce qui concernait en fait les vaccins, un peu leur histoire et l'efficacité. Maintenant, je voudrais rentrer dans quelque chose d'un peu plus technique, d'un peu plus scientifique, c'est de savoir comment marchent les vaccins et quels sont en fait les mécanismes qui sont mis en œuvre qui vous permettent de recevoir une injection aujourd'hui et d'être protégé dans 10 ans. Donc en fait, pour résumer, on est dans une situation que je vais essayer de simplifier au maximum. Mais disons que lorsque vous contactez une infection qui va provoquer une maladie, qu'il s'agisse d'une bactérie, de virus, parasite, il y a des phénomènes apparents. Vous allez avoir de la fièvre, un certain nombre de symptômes divers et variés, dépendant de l'agent infectieux. Et puis il y a ce que vous ne voyez pas, ou ce que vous pensez être lié au pathogène, par exemple la fièvre. Vous pensez que la fièvre est liée au virus. Non, la fièvre va refléter en fait que votre système immunitaire, par un certain nombre de mécanismes, a compris qu'il se passait quelque chose d'anormal et qu'il y avait un envahisseur. Et que cet envahisseur va représenter un danger, ce qu'on appelle aujourd'hui un signal danger pour les immunologistes, et que cette notion de danger va faire que le système immunitaire va s'activer. Donc on va stimuler le système immunitaire et on va mettre en place un certain nombre de réponses immunitaires. Si tout va bien, et ce n'est pas toujours le cas, mais c'est le cas par exemple pour la grippe ou pour un rhume bénin, vous allez de vous-même passer une semaine un petit peu difficile et au bout d'une semaine, vous allez commencer à aller mieux et en fait, vous avez complètement éliminé le virus ou la bactérie. Ça peut être une semaine, ça peut être 15 jours, mais un individu en bonne santé, dans beaucoup de cas, va réussir à s'en sortir et à guérir. Ce n'est pas toujours le cas. Ce qui est vrai pour la grippe ne l'est pas pour le sida, où on n'arrive jamais à éliminer le virus. Et ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'après avoir éliminé ce pathogène, pour un certain nombre de maladies, vous allez devenir protégé à vie contre une deuxième exposition pour la même maladie. On ne fait, ou exceptionnellement, c'est très exceptionnel, mais en principe, on ne fait jamais 2 fois la rougeole, on ne fait jamais 2 fois les oreillons. Vous êtes protégé à vie et immune vient en fait d'un mot latin qui disait qu'on était exempt des impôts, on n'avait pas à payer les impôts. Donc ça veut dire en fait que vous allez être exempt de la maladie. Donc ça, c'est ce qui se passe, mais bien évidemment, l'immunologiste, le vaccinologiste veut faire la même chose, mais sans passer par la case maladie. Donc tout le principe des vaccins va être de reproduire la stimulation des réponses immunitaires qui est induite lors de la maladie, mais cette fois-ci sans avoir la maladie. Donc on va mettre en œuvre un certain nombre de procédés que je vais vous expliquer un peu plus tard pour stimuler ces réponses protectrices et les mettre en mémoire en jouant sur la stimulation et la reconnaissance de ce micro-organisme sans avoir aucun effet secondaire. Et donc en fait, ça c'est toute la base de la façon dont fonctionne un vaccin. Et pour comprendre donc comment fonctionne un vaccin, il faut aller un peu plus loin et vous parler du système immunitaire. Alors bien évidemment, le système immunitaire est très complexe et je n'aurai pas le temps de rentrer dans le détail, donc juste quelques éléments de base pour comprendre. Le système immunitaire, il est basé sur un certain nombre de cellules qui ont des fonctions différentes et notamment les lymphocytes. Il y a d'autres cellules qui sont tout à fait importantes, les lymphocytes B qui produisent ces molécules qu'on va trouver dans votre sérum, les anticorps, qui ont des fonctions très importantes, et d'autres lymphocytes qui sont les lymphocytes T, qui eux aussi ont des fonctions importantes. Alors, ces cellules, où est-ce qu'on les trouve? On les trouve dans votre sang, et en fait, dans votre sang, ces cellules vont circuler dans tout l'organisme, puisque ce qui caractérise le système immunitaire, c'est qu'il doit répondre à tout moment à une infection qui peut arriver par n'importe quelle porte d'entrée. Vous pouvez vous piquer le doigt, vous pouvez avoir une infection qui arrive par l'air que vous respirez, vous pouvez avoir une infection qui arrive à travers l'eau que vous avez bu. Donc à tout moment, il faut que votre système immunitaire soit capable d'aller surveiller et donc circule, et c'est pour ça que les lymphocytes se trouvent dans le sang, va circuler en permanence comme des sentinelles qui vont aller regarder partout si tout va bien et si votre corps n'est pas soumis à une agression. Puis ça, c'est les sentinelles à surveillance, mais il faut que ces cellules aussi aient des organes dans lesquels ils peuvent s'organiser, répondre et mettre en place des
différents types de mécanismes et notamment produire ces anticorps qu'on va ensuite retrouver dans le sérum. Et donc, il y a un certain nombre d'organes dont vous avez certainement entendu parler, la rate, le thymus, qui constituent des organes très importants pour le système immunitaire, mais d'autres qu'on connaît moins, les amygdales par exemple, et puis les ganglions, dont vous avez tous fait l'expérience après une infection, d'avoir des ganglions qui deviennent en fait détectables au toucher, tout simplement parce que ces ganglions se sont remplis de lymphocytes qui se sont multipliés et qui vont assurer la réponse de votre système immunitaire. Et puis quelque chose de très important aussi, je vous ai dit que les virus ou les bactéries, les parasites peuvent rentrer par vos muqueuses, et donc il y a tout un système immunitaire qui est associé aux muqueuses, que ce soit les muqueuses respiratoires, les muqueuses du tractus digestif ou du système génital. Vous avez là des lymphocytes qui sont là en fait prêts à répondre à des bactéries ou des virus qui sont en fait en train d'envahir le corps par ces différentes portes d'entrée. Donc voilà, c'est un système qui est à la fois très organisé et en même temps capable de surveiller jusqu'à l'extrémité de vos doigts de pied, et donc il va pouvoir répondre quel que soit le lieu d'entrée. Et donc quelles sont ces réponses immunitaires? Eh bien, je vous l'ai dit, d'abord des petites molécules qui vont circuler dans votre sang et qui vont être capables également de circuler dans l'ensemble de votre corps. Et ces molécules, en fait, vous les voyez ici, c'est de la cristallographie au rayon X, ont la propriété particulière que chacune va être capable, comme une tête de missile, d'aller se fixer spécifiquement sur une autre molécule ou une autre cellule dont cet anticorps est spécifique. Donc c'est un système extrêmement sophistiqué qui permet de générer des millions d'anticorps différents, et chaque anticorps va reconnaître soit un virus, soit une bactérie, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est souvent utilisé en diagnostic pour savoir si vous avez été en contact, si vous avez été infecté par telle ou telle bactérie ou par ou tel virus. Et ces anticorps, en se fixant sur ces molécules ou sur ces cellules, vont être capables de les détruire ou d'aider à les éliminer. Donc une arme extrêmement efficace, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, pourquoi ? Parce que nous avons été en évolution pendant des années avec les virus et les bactéries, et un certain nombre de pathogènes ont compris que pour échapper aux anticorps, eh bien, le mieux c'était de rentrer à l'intérieur des cellules, et là les anticorps ne peuvent plus rien faire puisqu'ils restent à circuler autour des cellules. Donc il fallait d'autres types de réponses, et c'est les réponses des lymphocytes. Les lymphocytes T, CD4+, les T4 dont on parlait il y a quelques années, je pense que vous en avez tous entendu parler pour la simple raison qu'en fait, c'est la cible du virus du sida, et le virus du sida tue ces T4. Tue ces lymphocytes CD4+, ce qui explique que lorsque vous êtes infecté par le virus du sida, le nombre de vos lymphocytes T CD4+ va diminuer, et va diminuer lorsqu'il atteint un certain niveau. Vous allez avoir un effondrement de vos réponses immunitaires, et en fait les patients atteints du sida sont effectivement ensuite la cible d'un certain nombre d'infections contre lesquelles un organisme en bonne santé résiste. Donc lymphocyte CD4+, extrêmement important pour résister à un certain nombre d'infections, et un autre type de cellules qui elles aussi sont très importantes, ce sont les lymphocytes T, CD8+, cytotoxiques. Alors pourquoi ces cellules sont importantes? Parce que je viens de vous dire que dans un certain nombre de cas, les virus ont développé des méthodes pour échapper aux anticorps, qui est tout simplement d'aller vivre à l'intérieur de nos cellules. Donc le système immunitaire a lui développé une contre-réaction, c'est-à-dire qu'il a mis au point des lymphocytes qu'on appelle tueurs, qui eux vont être capables de reconnaître qu'une cellule est infectée par un virus, ou on le verra plus tard qu'une cellule est devenue tumorale, et ce lymphocyte va tuer cette cellule au milieu de millions d'autres cellules normales. Il va être capable de reconnaître ces cellules et va être capable de tuer cette cellule. Donc vous voyez une arme extrêmement importante et qui va permettre de se débarrasser de virus, même quand les anticorps en fait se sont révélés impuissants. Donc si je résume, un vaccin
les mécanismes d'un vaccin va être d'induire ces différentes réponses immunitaires. Et suivant qu'il s'agisse de virus, de bactéries, il faudra soit induire des anticorps, soit ces lymphocytes T4 ou ces lymphocytes CD8+. Et ce qui est encore plus important, il faudra que le vaccin permette de mettre ces réponses en mémoire, puisque vous êtes vacciné aujourd'hui, mais comme je vous l'ai dit, c'est dans 5 ans ou 10 ans que vous serez en jardinant en contact avec la bactérie qui cause le tétanos. Donc en fait, en résumé, qu'est-ce que c'est un vaccin ? Un vaccin n'est pas quelque chose comme un médicament qui va agir directement. Un vaccin, c'est une école, c'est un apprentissage. C'est vous vacciner, c'est apprendre à votre système immunitaire à se défendre contre un microbe en utilisant en fait des mécanismes qui sont les vôtres, mais tout simplement qui sont éduqués et qui sont mis en place avant l'infection. Donc c'est en fait je pourrais dire, une médecine relativement naturelle puisque vous ne faites qu'utiliser les défenses de votre propre corps simplement par un processus d'éducation. Et donc, le principe étant établi, entrons maintenant dans la vie des vaccins et dans les différents types de vaccins qu'il existe aujourd'hui. Alors, les différents vaccins, je vais vraiment vous parler de ce qui existe et puis pendant les questions, on pourra bien évidemment parler de ce sur quoi nos laboratoires travaillent. Alors, globalement, on a 3 types de vaccins, parmi tous ceux que vous recevez, mais ces 3 types de vaccins, on peut les diviser en 2 grandes catégories. On a un type de vaccin qui est directement dérivé, je dirais, des méthodes pasteuriennes qui sont basées sur le micro-organisme, le microbe lui-même. Et soit on prend ce microbe et on va lui faire des mutations pour l'atténuer, on va revoir ça dans le détail, soit carrément on tue le microbe, la bactérie ou le virus, mais dans tous les cas, on n'essaye pas de faire des choses plus sophistiquées, on prend le micro-organisme entier. Et puis, on a des vaccins que je pourrais qualifier d'un plus moderne, peut-être, dans leur concept, qui vont être basés non plus sur le microbe entier, mais sur des fragments de microbes. Et ça, c'est ce qu'on appelle les vaccins sous-unitaires ou acellulaires. Alors, commençons par les vaccins atténués. Comme je vous l'ai dit, une maladie donnée est liée à un micro-organisme. Et ce qu'on fait pour préparer un vaccin atténué, en fait, c'est qu'on va essayer de modifier ce micro-organisme de façon stable pour, en fait, lui enlever ce qu'on appelle sa virulence, c'est-à-dire sa capacité de provoquer une maladie chez l'homme. Et donc, on va, pour ce faire, préparer des mutants. Et des mutants qui ont donc perdu leur capacité à induire la maladie. Et donc, un vaccin atténué va toujours être capable d'infecter l'organisme, mais ne provoquera pas de maladie. On lui a coupé les pattes, il peut encore infecter, mais il ne peut plus faire beaucoup de mal, et c'est ce que je qualifierais de microbe apprivoisé. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? Voici un exemple pour le vaccin polio, qui correspond à la façon dont on a mis au point le vaccin contre la poliomyélite. On a donc pris le virus de la polio, on l'a cultivé pendant des semaines, voire des années, dans des petites boîtes avec du milieu, avec des cellules pour qu'il puisse pousser. Et puis éventuellement, on l'a mis en contact pour accélérer l'apparition mutation avec des agents mutagènes qui donc vont faire que ce virus va muter. Et donc vont apparaître dans toutes nos cultures au bout d'un certain temps des mutants. Mais le problème, c'est de savoir lequel est le bon mutant. Donc pour ça, il faut qu'on dispose d'un modèle animal et malheureusement pour ces primates, ces singes, c'est eux qui ont servi de test, c'est-à-dire que parmi tous ces mutants, on les a injectés à ces singes et on a identifié des mutants qui ne provoquaient plus d'activité paralytique chez ces singes. Et en même temps, lorsqu'on avait enfin un bon mutant non virulent qui ne provoquait plus de paralysie, on a regardé si ces singes, par chance, n'étaient pas protégés contre une injection du virus de départ, celui qui provoque la polio, et on a pu ainsi mettre au point un mutant, identifier un mutant, qui est le vaccin actuel. Et donc, à la suite de tout ce processus, eh bien, on est rentré dans un essai clinique chez l'homme. On commence par injecter un nombre très limité de volontaires, et on vérifie que ce qui est vrai chez le singe l'est aussi chez l'homme, et donc que ce mutant est bien toléré, ne provoque pas d'effets secondaires. Puis dans un deuxième temps, on va faire un essai sur, cette fois-ci, des centaines de volontaires, où là, on
commence à regarder son efficacité, et si tout va bien, on passe à des essais, cette fois-ci d'abord sur des milliers, puis des centaines de milliers de volontaires pour arriver à la mise sur le marché d'un vaccin qui a montré sa sécurité et son efficacité. Et ça a été fait sans rien connaître en fait de la façon dont ce virus avait muté. Et c'est des années après, quand la biologie moléculaire nous a permis de savoir ce qui a pu se passer, qu'on a pu séquencer le matériel génétique de ce virus et établir la nature précise des mutations. Donc comme je vous l'ai dit, c'est la culture cellulaire apparue après la Deuxième Guerre mondiale qui a permis de mettre au point ces techniques de production de vaccins atténués. Et c'est comme ça qu'ont été produits le vaccin polio, rougeole, oreillon, etc. Le BCG également. Il a fallu 19 ans à deux chercheurs pasteuriens, Calmette et Guérin, 19 ans de culture pour obtenir un mutant qui protégeait contre la tuberculose, mais qui ne provoquait plus aucune maladie chez le lapin. Ils expérimentaient chez le lapin. Donc ça, c'est des techniques, je dirais, très pragmatiques, qui ne nécessitent pas de connaître le virus ni l'immunologie. Et aujourd'hui, on a des approches plus modernes et dans un sens plus sûr, c'est-à-dire qu'on va identifier les gènes qui sont responsables de la maladie et ensuite on va faire de la chirurgie moléculaire, c'est qu'on va carrément découper ces gènes, les éliminer, et comme ça on est sûr qu'on n'aura pas de mutation en sens inverse qui redonnerait au virus, par exemple, la capacité d'induire un certain nombre d'effets indésirables chez l'homme. Et il y a actuellement des candidats vaccins qui sont en cours d'évaluation par ce type d'approche. Donc vous voyez, c'est une approche qui remonte à plus de 100 ans, mais qui est toujours d'actualité. Donc, deuxième catégorie de vaccins, je vous l'ai dit, c'est très simple, c'est des vaccins tués. On va cultiver des bactéries ou des virus, et puis ensuite, on va les tuer par la chaleur, par un traitement chimique, et on aura un micro-organisme dont on est sûr qu'il ne peut pas provoquer de maladie puisqu'il est mort. Et ceci est la façon dont on prépare encore le vaccin coqueluche entier. On a un autre vaccin qui a été développé aujourd'hui, qui est basé sur donc, la troisième approche. Et puis le vaccin hépatite B est également un vaccin tué. Et il existe un second vaccin polio tué, moins efficace que le vaccin atténué, mais dont on se sert pour rappeler la mémoire immunitaire, donc on rappelle. Donc passons maintenant à la troisième catégorie, qui est aujourd'hui celle qui donne lieu à le plus de travaux, puisque c'est une approche, je dirais, plus moderne, plus difficile, mais qu'offre un certain nombre d'avantages. C'est donc l'approche sous-unitaire. Alors l'approche sous-unitaire, elle part d'une idée radicalement différente. Elle dit bien, un micro-organisme donné, une bactérie, permet d'induire une immunité et ensuite de protéger contre cette maladie. Mais moi, je ne veux pas injecter tout ce micro-organisme. D'abord, malgré tout, ça peut donner des effets secondaires. Et puis, à chaque fois, on ne peut pas injecter plusieurs vaccins en même temps. Donc, on aimerait avoir qu'un petit élément de ce micro-organisme, parce que si on identifie un petit élément pour chaque microbe, eh ben, on pourrait peut-être arriver à mélanger tout ça ensemble et avec une seule injection, en une seule fois, vous vacciner contre tous les microbes de la planète. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est partir de l'idée que parmi tous les petites briques qui constituent ce microbe, il y en a un qui va être capable de protéger contre l'infection et la maladie. Et finalement, votre système immunitaire va faire des réponses contre les autres petites briques, A et C, mais ces réponses-là ne sont pas importantes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le microbe va être constitué de centaines ou de milliers de ces petites briques, et il va falloir savoir quelle est la bonne brique, et ça c'est quelque chose de difficile, mais on peut le faire, il a réussi dans un certain nombre de cas, et ensuite il suffit donc d'isoler cette petite brique et de vacciner contre ce qu'on appelle un antigène en tant qu'immunologiste pour avoir un vaccin efficace. C'est donc très simple, et cette approche, c'est celle qui a été utilisée donc, pour la diphtérie et le tétanos, puisque pour ces deux bactéries, en fait, on purifie une toxine qu'elles produisent, et donc cette toxine, on la modifie par la chaleur, par traitement chimique, pour qu'elle perde ses effets toxiques, et c'est ce vaccin que vous recevez, vaccin remarquablement efficace, très simple et qui n'a absolument pas d'effets secondaires.
Et donc ça, c'est une approche classique de purification. Et aujourd'hui, on utilise, une fois qu'on a identifié ce qu'on appelle donc cet antigène protecteur, on va utiliser des approches plus modernes comme le génie génétique pour produire ces molécules, et c'est le cas du vaccin de l'hépatite B ou du nouveau vaccin coqueluche qui est donc produit par ce type d'approche. Et puis finalement, il y a un dernier type de vaccin sous-unitaire qui est un peu plus compliqué, mais que je voulais vous mentionner parce que les vaccins très efficaces antibactériens, méningite notamment, qui ont été mis au point ces dernières années, sont en fait basés sur ce type de technologie. Donc les vaccins conjugués bactériens, dans ce cas-là, on prend les bactéries et à leur surface, ces bactéries ont des sucres, des petites molécules qui sont très très importantes pour le système immunitaire. Donc on va purifier ces sucres et uniquement ces sucres. Et le problème, c'est que ces sucres sont très mauvais pour stimuler nos réponses immunitaires. Et en fait, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que si l'on prend ces sucres et on les couple, on fait des réactions qui nous permettent de les greffer sur une protéine porteuse, en fait ce sont les vaccins diphtériques et tétanos, on arrive à un conjugué chimique qui est extrêmement efficace et qui permet d'induire de très bonnes réponses qui en fait permettent de tuer ces bactéries. Et donc ces dernières années, un certain nombre de vaccins très importants, d'ailleurs aussi bien pour l'enfant que pour les personnes âgées, ont été mis au point. C'est le cas par exemple pour les vaccins pneumocoques, qui permet d'avoir une efficacité très bonne contre les pneumonies, ou des vaccins contre les méningocoques responsables, ou Haemophilus influenza, qui est responsable notamment de méningite. Et donc ces vaccins sont maintenant sur le marché et ont une efficacité extrêmement bonne et donc représentent une avancée tout à fait importante en termes de santé publique. Et donc on arrive un petit peu à la fin de cet exposé, et bien évidemment je vous ai montré ce qui marche, mais il nous reste les grands défis. Et les grands défis, c'est le sida, le paludisme, la tuberculose, parce que le vaccin qui existe, le BCG, a une certaine efficacité, notamment contre les formes graves de l'enfant, les méningites, tuberculose, mais n'est pas suffisamment efficace pour l'adulte. Et pour des raisons assez mystérieuses, dans certains pays, le BCG, comme l'Inde, le BCG ne protège pas du tout contre la tuberculose, alors qu'il protège à 100% par exemple en Europe, ou à 80% en Europe. Et donc il y a ces maladies qui représentent effectivement un défi, et puis il y a les maladies de demain, puisqu'il est clair que ce qui s'est passé dans les dernières décennies, émergence du virus du sida, émergence du virus des hépatites C, des virus d'hépatite B, émergence du SARS, c'est en fait une histoire qui va continuer. La vie, c'est une évolution, donc nous évoluons mais lentement, mais les virus évoluent très vite, et demain matin, il est clair, ou après-demain matin, que nous aurons d'autres virus et d'autres défis et d'autres maladies pour lesquelles il faudra vacciner. Et finalement, pour finir, cette partie qui est un peu au-delà des maladies infectieuses, qui est donc la vaccination thérapeutique anti-cancer. Alors revenons d'abord à la notion de vaccination thérapeutique. Comme je vous l'ai dit, les vaccins sont une médecine préventive, c'est-à-dire qu'on va avoir une simulation des réponses immunitaires avant d'être exposé, et en fait on va prévenir une infection. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que les vaccins ne pourraient pas nous aider aussi à guérir un certain nombre de maladies infectieuses tout d'abord. Et là, il faut à nouveau revenir à l'histoire de Louis Pasteur, c'est qu'en fait, beaucoup de gens oublient que le premier vaccin, le vaccin contre la rage, est déjà un vaccin thérapeutique. Pourquoi ? Le petit garçon Joseph Münster, qui avait été mordu par ce chien enragé, a été sauvé après avoir été mordu. Et en fait, Louis Pasteur lui a injecté, première injection de l'histoire de l'humanité, son vaccin quelques semaines après. Tout simplement parce que le virus de la rage, lorsque vous êtes mordu au pied, ce virus, il doit faire un très très long trajet qui est de remonter jusqu'au pied, jusqu'au système nerveux central, de rejoindre le cerveau, et c'est là qu'il va faire ses ravages. Entre-temps, pendant son trajet, il n'a finalement pas d'effet délétère sur votre organisme. Donc on a le temps que le virus fasse ce voyage, et plus vous êtes mordu loin
de votre tête, plus vous avez de chances de laisser vos réponses immunitaires s'établir. Donc on a le temps d'immuniser les gens qui ont été mordus, et puis les réponses immunitaires se développent en quelques jours, et en quelques jours vont tuer le virus avant que celui-ci ait eu le temps de gagner le système nerveux. Donc on est déjà dans une vaccination thérapeutique, donc qui permet de guérir une maladie qui est déjà en fait en cours de s'établir. Alors bien évidemment, aujourd'hui ce que l'on fait, c'est que ce qu'on souhaite, c'est mettre au point des vaccins thérapeutiques contre les infections virales chroniques. Et c'est ces nouvelles infections dont je vous parlais qui sont apparues, comme l'infection par le virus du sida. La trithérapie ne permet pas d'éliminer tout le virus, donc ce que l'on souhaite, c'est venir aussi revacciner pour aider le système immunitaire à se débarrasser des quelques virus qui restent dans l'organisme. Il y a d'autres essais en cours, notamment pour l'hépatite B. 25% des patients, et plus pour l'hépatite C, deviennent des porteurs chroniques. Ils n'arrivent pas à se débarrasser du virus. Donc aujourd'hui, ce que l'on veut faire, ce que l'on essaie de faire, c'est de restimuler les réponses de ces patients pour les aider à se débarrasser définitivement de ce virus, puisque vous savez que pour les hépatites, en fait, la persistance du virus va, au bout d'un certain nombre d'années, dans beaucoup de cas, induire l'apparition de cancer du foie. Donc ceci, c'est pour la vaccination thérapeutique contre les infections virales, mais la question que vous allez me poser, c'est le cancer. Alors d'abord, vacciner contre l'hépatite, c'est vacciner contre le cancer, puisque dans beaucoup de cas, c'est ce virus qui est responsable du cancer. Et ce qui est vrai pour le foie est vrai pour le cancer du col de l'utérus, qui est lié aussi, dans quasiment tous les cas, à une infection par un virus qui s'appelle papillomavirus. Et donc, si on vaccine contre ce virus, on peut vacciner contre le cancer. Mais on est à nouveau en vaccination avant le cancer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire une fois que le cancer est là? Eh bien, c'est ce que je voudrais vous dire en quelques mots. Ce qu'on a découvert, et c'est quelque chose de très important, c'est que les cellules tumorales ne sont pas, dans la plupart des cas, tout à fait comme les cellules normales. Elles portent des étiquettes, et ces étiquettes doivent permettre au système immunitaire de les reconnaître et éventuellement de les détruire. Et ceci est tellement vrai que nous avons pu aussi montrer que le système immunitaire joue un rôle très important dans le rejet des tumeurs. Et en fait, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que pendant toute votre vie, le système immunitaire passe son temps sans doute à empêcher la survenue de cancer. Puisque si les patients ont un système immunitaire qui est en mauvais état, on voit qu'ils développent beaucoup plus de cancer que les autres, et c'est le cas, par exemple, pour des patients qui sont immunodéprimés. Donc le système immunitaire est bien là pour nous défendre contre les cancers en permanence, il fait de la surveillance. Mais dans un certain nombre de cas, le système ne fonctionne pas et il laisse échapper des cellules tumorales. Et une fois que le cancer a démarré, c'est comme pour les infections chroniques, il se laisse submerger par le cancer et il n'arrive plus en fait à s'en débarrasser. Et donc l'idée, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, donc comme je vous disais, le problème c'est qu'ici on a une cellule normale et qu'en fait la cellule tumorale est relativement très peu différente d'une cellule normale. Mais par chance, elle a très souvent des mutations et qu'au niveau moléculaire, on va pouvoir identifier comme ces étiquettes, ces codes-barres moléculaires. Donc tout l'enjeu, dans un premier temps, c'est cancer par cancer, d'aller reconnaître et identifier ces étiquettes, ces codes-barres qui permettent en fait de distinguer une cellule normale d'une cellule cancéreuse. Donc il faut que nous soyons capables de trouver quels sont les marqueurs, les petites différences qui permettent de différencier une cellule normale d'une cellule devenue cancéreuse. Puisqu'ici l'enjeu est énorme, il s'agit de détruire quelques cellules sans s'attaquer à l'ensemble de vos cellules saines. Donc la deuxième chose, une fois que ceci est fait, aujourd'hui nous savons le faire pour un certain nombre, et nous l'avons fait pour un certain nombre de cancers, c'est qu'il faut apprendre au système immunitaire à reconnaître ces étiquettes qui lui permettent de repérer ces cellules tumorales, comme je dirais une aiguille au milieu de boîte de foin, puisque rien n'est plus semblable à une cellule cancéreuse qu'une cellule normale. Et donc à nouveau, on est dans l'éducation, on va essayer, d'abord en ayant souvent éliminé la masse tumorale par chirurgie, on va essayer d'éduquer, de rééduquer notre système immunitaire à reconnaître ces cellules devenues cancéreuses et à les tuer. Et à nouveau, on rencontre notre lymphocyte tueur
Et ce lymphocyte tueur a cette propriété remarquable qu'il est sensible à des variations infimes au niveau moléculaire entre cette cellule normale et la cellule tumorale, et qui va être capable de reconnaître en fait ces petites étiquettes moléculaires si on le rééduque de la bonne façon, et dans un certain nombre de cas va tuer ces cellules tumorales. Et le gros avantage par rapport à la chirurgie, c'est qu'il va être capable de détruire des cellules qui sont uniques et qui sont présentes, par exemple des métastases, en nombre non détectable par des méthodes même très sensibles, quelques cellules au milieu du foie. Ces lymphocytes T vont être capables d'aller en fait voir un peu partout, de les trouver et si tout va bien, de les détruire. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui les vaccins thérapeutiques anti-cancer, eh bien voilà, c'est ça. C'est des vaccins qui vont contenir des molécules chimiques, c'est des peptides, c'est des glycopeptides, et en fait ce qu'on a fait, c'est de reproduire ces étiquettes moléculaires qui vont nous permettre de rééduquer le système immunitaire pour lui en fait indiquer comment éliminer sélectivement les cellules tumorales sans bien évidemment aller attaquer ses propres tissus, ce qui provoquerait des réactions de type auto-immunitaire qui seraient éventuellement avec des conséquences importantes pour l'organisme. Donc j'arrêterai là et puis je vous remercie de votre attention, et donc on est juste à temps pour vous laisser la parole pour toutes vos questions. Merci.